Bonjour à tous, on va parler d'un sujet assez fascinant aujourd'hui. Et si tous les systèmes qui gèrent notre monde, s'ils se mettaient à fusionner? C'est une théorie assez audacieuse que l'on va décortiquer ensemble, une théorie qui nous vient de nos sources et qui explore comment l'argent, la surveillance et le pouvoir pourraient s'assembler pour créer ce qu'on appelle une grille de contrôle mondiale. Cette question, elle nous met direct dans le bain. Imaginons un instant un monde où l'argent n'est plus du tout neutre, où chaque transaction, chaque petite dépense, ce ne serait plus juste un échange, mais l'application d'une règle bien précise. C'est vraiment cette idée fondamentale qu'on va creuser. Alors, voilà le programme. On va commencer par quelque chose qui nous touche tous, l'argent. Ensuite, on prendra un peu de hauteur pour voir comment tout ça se connecte à la surveillance physique, au cadre numérique qui sert de ciment, à la structure de pouvoir qui se cache derrière, et puis, pour finir, aux tensions géopolitiques qui pourraient bien tout changer. Allez, on attaque avec le premier point, la monnaie programmable. D'après la théorie, c'est le tout premier pilier de ce système. C'est une nouvelle forme d'argent qui en fait change complètement sa nature. L'idée centrale ici, c'est que l'argent n'est plus juste un simple moyen d'échange. Non, il devient un véritable instrument politique. Les règles, par exemple des restrictions sur ce qu'on peut acheter, seraient directement intégrées dans le code de la monnaie. Ça permettrait une application et une surveillance complètement automatique. Et ça, attention, c'est une distinction qui est absolument cruciale. La monnaie numérique, qu'on connaît déjà pour faire des virements et tout ça, c'est juste une version digitale de notre argent classique. Mais la monnaie programmable, ça c'est autre chose. C'est radicalement différent. C'est un peu comme de l'argent qui aurait son propre cerveau, si on veut, et qui obéirait à des ordres venus d'en haut. Et on arrive au cœur du problème. L'argument qui est avancé, c'est que si on peut mettre des règles directement dans la monnaie, du genre des limites sur ce qu'on peut acheter, où et quand, on contourne complètement le processus législatif classique. Le pouvoir de décision ne serait plus entre les mains des élus, mais glisserait vers des technocrates de la finance. Bon, on a vu le côté financier, un peu abstrait, maintenant passons au concret, au physique. C'est ce que la source appelle le panoptique local. En gros, un système de surveillance totale. Parce que, pour que des règles financières puissent s'appliquer à nos déplacements, il faut bien une infrastructure capable de nous suivre dans le monde réel, non? Et la source nous décrit un réseau de surveillance en 3 temps. D'abord, au sol, des caméras qui scannent en permanence les plaques d'immatriculation. Juste au-dessus, on aurait un maillage super dense d'antennes relais pour nous géolocaliser de manière très précise via nos appareils. Et puis tout en haut, des satellites capables de nous pister même quand on est complètement hors réseau. Et à quoi servirait tout ce matériel ? Au contrôle spatial, tout simplement, au contrôle de nos déplacements. L'exemple qui est souvent donné, c'est celui de la ville du quart d'heure. La monnaie programmable pourrait tout simplement s'arrêter de fonctionner si on s'éloigne de plus de 15 minutes de chez soi. Un autre exemple, c'est le kill switch, cet interrupteur à distance dans les voitures qui permettrait de les immobiliser d'un simple clic. Ok, donc on a la monnaie programmable d'un côté, la surveillance physique de l'autre. Qu'est-ce qui manque? Le liant. Le ciment numérique qui va connecter ces deux univers. Et voilà, on a l'architecture globale du système. C'est un triptyque. La monnaie programmable, c'est elle qui impose les règles. L'identité numérique, elle, vient lier ces règles à une personne bien précise. Et le réseau de surveillance physique, lui, vérifie que tout le monde respecte bien ces règles dans la vraie vie. Les trois sont complètement liés, on ne peut pas les séparer. Évidemment, pour gérer un truc pareil à l'échelle d'un pays entier, il faut une puissance de calcul absolument monstrueuse. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. D'après la source, l'IA est parfaite pour ça. Analyser des flots de données sur les mouvements et les transactions, de choses qui, au fond, sont des mathématiques, pour appliquer en temps réel un système de règles qui ressemble un peu à un crédit social. Bon, on a vu la techno, les outils. Mais la vraie question c'est, qui tiendrait les rênes? Qui contrôlerait tout ça? D'après nos sources, la réponse se cache dans une institution qu'on a tendance à oublier, la Banque centrale. Et là, la source avance une idée assez provocatrice. L'idée que la complexité, le côté un peu soporifique des banques centrales, ce ne serait pas un hasard. Ce serait, au contraire, une stratégie bien pensée. Alors, la question se pose, est-ce que c'est ennuyeux par conception? Est-ce que cette complexité est volontaire pour pouvoir opérer tranquillement, loin des regards du grand public? Pour expliquer ça, la source utilise une image assez forte, celle du métro. On voit tous les deux rails sur lesquels les rames avancent. Mais ce qu'on ne voit pas toujours, c'est le troisième rail, celui qui transporte l'électricité, le vrai pouvoir. Dans ce système, la Banque centrale serait ce fameux troisième rail, le mécanisme invisible, mais essentiel, qui met en œuvre la politique pour de vrai, loin des projecteurs et des débats publics. Maintenant, changeons d'échelle et passons à la géopolitique. Parce que, pour qu'un tel système de contrôle devienne mondial, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et c'est justement là que ça coince. Des poches de résistance se forment, notamment du côté de l'Iran et des pays du bloc des BRICS. Pour la source, c'est très clair. En ce moment, l'Iran, c'est la grosse fuite dans le système, le grain de sable dans l'engrenage. Et pourquoi parle-t-on de fuite ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, les pays des BRICS. On parle du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, sont en train de bâtir leur propre système de paiement, des alternatives au système SWIFT. Ensuite, la Banque centrale iranienne n'est pas vraiment intégrée dans les grandes structures de contrôle mondial. Et enfin, point super important, le commerce de pétrole entre l'Iran et la Chine leur permet de faire des affaires en dehors du système du dollar. Tout ça crée une brèche, ce que la source appelle une fuite dans le contrôle financier mondial. Pour illustrer jusqu'où ça pourrait aller, la source évoque même un scénario assez précis, une guerre hypothétique contre l'Iran en 2025. Dans ce scénario, des technologies de suivi numérique seraient utilisées directement par l'armée pour cibler des individus clés. C'est vraiment l'exemple de l'application ultime de ce genre de surveillance, intégrée à une action militaire. Donc pour résumer, ce qu'on a décrit ici, c'est une théorie qui repose sur 3 piliers indissociables. D'un côté, la monnaie programmable pour le contrôle de l'argent, au milieu, l'identité numérique et l'IA qui servent de logiciel pour lier ce contrôle à chaque personne et le gérer à grande échelle, et de l'autre côté, le matériel de surveillance pour le contrôle des déplacements dans le monde physique. Si on enlève un de ces piliers, tout l'édifice s'écroule. Et on va terminer là-dessus avec une question qui est finalement au cœur de toute cette analyse. Que se passerait-il si le contrôle financier, le contrôle de nos déplacements et le contrôle numérique finissaient par fusionner en un seul et même système? À quoi ressemblerait une société pareille? C'est une question qui mérite, je pense, qu'on y réfléchisse.